Le cancer en France touche plus de 380 000 personnes et entraîne le décès chaque année de près de 150 000 d'entre elles. L'Institut national de lutte contre le cancer, l'INCa, lance une campagne d'information sans précédent pour rappeler qu'il est possible d'en éviter un certain nombre en faisant de la prévention. Oui, avec un message très simple. Près de la moitié des cancers pourraient être évités en changeant tout simplement nos comportements et donc notre mode de vie. Le problème, c'est que ces changements ne montrent pas de résultats immédiatement, qu'il faut un peu de temps. D'où cette affiche plutôt bien faite qui dit tout. Faites les bons choix dès maintenant, vous vous remercierez plus tard. Cette campagne de prévention se décline en vidéo et c'est assez convaincant. On regarde. Sans fruits Non, c'est bon. Je vais vous prendre un paquet de chewing-gum. Faites les bons choix dès maintenant. Vous vous remercierez plus tard. Tabac, alcool, alimentation, activité physique. En changeant nos comportements, on pourrait éviter près de la moitié des cancers. Voilà, et pour en parler, nous sommes avec le professeur Norbert Effra. Bonjour. Bonjour. Président de l'Institut national du cancer, hématologue au CHU d'Angers. Alors dans ce spot, il est évidemment question de la prévention à travers de l'alcool. Mais avant de parler des autres mesures, on rappelle une évidence. Alcool et tabac sont responsables d'une grande majorité des cancers en France actuellement. Oui, de plus d'un quart des cancers. C'est extrêmement simple. À eux deux, ils sont responsables de plus d'un quart des cancers. Et au-delà même de ce nombre, ils sont responsables de cancers qui sont parmi les plus difficiles à soigner. Il n'y a pas que le cancer du poumon pour le tabac et le cancer du foie pour l'alcool. Non, bien sûr que non, bien sûr que non. Le cancer, les cancers liés au tabac, il y en a 17 différents. Il y en a qui sont intuitifs, hein, comme ceux du poumon ou ceux des voies ORL. Il y en a qui ne sont pas du tout intuitifs, comme les cancers de la vessie ou les leucémies. Pareil pour le sein, hein, pour les cancers du sein avec l'alcool, c'est pas intuitif. Il n'y a pas que le cancer du foie. Là où les gens ne voient souvent pas le rapport, c'est le lien entre manque d'activité physique et cancer. C'est plus difficile à mettre en évidence. C'est aussi une incidence qui est beaucoup plus faible, en fait, parce que on considère que le manque d'activité physique en soi, in abstracto, c'est 1% à peu près des cancers. Par contre, l'obésité, les anomalies nutritionnelles, le manque d'hygiène alimentaire, entre guillemets, ça représente 10%. Alors, pourtant, on parle beaucoup de l'activité physique. Pourquoi? Parce que ce qui est montré, par contre, c'est que le fait d'avoir une activité physique pendant qu'on est traité et après, ça augmente de façon très significative vos chances de guérir. Et de guérir avec le moins de séquelles possible. Donc on insiste beaucoup dessus. Mais c'est clair qu'en termes de risque d'apparition du cancer, c'est 1%. 1% c'est beaucoup. Hein. Mais à comparer avec 5% représentés par l'obésité et 5% par une alimentation un peu trop, entre guillemets, fast-food, quoi. Hein. Oui, parce que bon, là on parle d'activité physique, on dit 1% des cancers, mais c'est quelque chose qui coûte pas très cher de courir, ça n'a pas d'effet secondaire, et puis ça aura d'autres bénéfices sur l'ensemble de notre santé. On prend le prisme des cancers, mais on pourrait prendre le prisme des maladies cardiovasculaires, des troubles du sommeil. Donc l'activité physique, on est d'accord pour dire qu'il faut en faire. Vous avez parlé de l'alimentation, et c'est vrai qu'on a souvent un angle un peu de punition. Si vous mangez mal, vous aurez un cancer. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas changer de paradigme? Mais j'ai l'impression que c'est le but de cette campagne de dire mangez mieux et vous irez mieux. Une bonne alimentation, c'est pas évident, mais ça pourrait nous protéger de certains cancers. C'est exactement ce que nous voulons dire. Regardez, pendant ce film, lorsque le jeune est avec simplement des frites dans son assiette et qui se resserre, met des haricots verts. Et donc, l'objectif n'est pas d'interdire. Il est de prendre aussi des choses qui sont bénéfiques. De toute façon, les interdits, en dehors du tabac, hein, qui est vraiment l'ennemi absolu. Mais en dehors du tabac, les interdits, on sait que ça ne marche pas. Simplement, il faut travailler sur soi et se dire que ça n'est quand même pas une punition de manger des fruits, de manger un certain nombre de légumes ou de la salade. Il faut y penser, c'est tout.
Vous l'aviez un petit peu dit, le surpoids et l'obésité, c'est vrai qu'on est dans une période où on sait que les gens ont beaucoup d'injonctions sur l'image du corps parfait. On oublie que quand on parle de surpoids et d'obésité, on parle de maladies qui vont avoir un impact sur la santé et être responsables. Là encore, ça paraît pas du tout évident que l'obésité peut être un facteur de risque de cancer. Alors ça, c'est complètement démontré par contre. C'est complètement démontré, notamment sur les cancers du côlon. On sait qu'il y a des liens statistiques indiscutables et parfois on commence à avoir des éléments d'explication. Alors vous savez, c'est toujours très difficile lorsqu'on fait de l'épidémiologie de faire ensuite la preuve de l'explication. Mais on y arrive progressivement. Par contre, le lien entre tel comportement ou telle anomalie et tel cancer, ou l'incidence des cancers, là, il est très solidement établi parce que plein d'études différentes, conduites dans des états différents, par des méthodes parfois différentes, trouvent la même chose. Justement, il y a une étude qui a fait beaucoup de bruit au congrès ce week-end de l'ESMO, c'est la Société européenne de cancérologie, qui montre le lien entre exposition à la pollution et survenue de cancer de poumon chez des non-fumeurs, mais avec prédisposition génétique. Exactement, notamment lié à l'exposition à ce qu'on appelle les particules fines. Alors, je vous rappelle que les particules fines sont de toutes petites particules. Elles vont représenter moins de 2,5 microns. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, 2,5 microns, c'est 3% du diamètre d'un cheveu. Le problème de ces particules fines, comme leur nom l'indique, c'est qu'elles sont toutes petites. Elles vont donc arriver, être inhalées, passer dans les voies respiratoires et puis aller dans les poumons, mais aussi dans les bronches, les bronchioles, les toutes petites bronches et donc dans la circulation sanguine. Et on sait qu'il existe un lien entre pollution et exposition notamment à certaines maladies. Mais ce qui est nouveau et ce qui amène une réflexion, c'est cette mutation génétique. On s'est intéressé à des patients non fumeurs qui avaient une prédisposition génétique un peu particulière avec deux gènes qu'on appelle EGFR et CRAS. Ne retenez pas ces noms, c'est juste pour vous dire qu'il y a deux gènes. Lorsqu'on prend ces patients avec ces gènes-là, qui vont être exposés à de la pollution et notamment aux particules fines, eh bien on s'est rendu compte que cette synergie va changer l'expression des gènes et aboutir à la formation d'un cancer du poumon. Alors évidemment, il faut être prudent, mais c'est pour dire que nous ne sommes pas tous égaux face à certains facteurs environnementaux, mais ça pourrait expliquer pourquoi certains patients non fumeurs vont développer un cancer, peut-être à cause de ces prédispositions génétiques. Professeur, est-ce que c'est tôt ou est-ce qu'on peut imaginer dans le futur pouvoir dépister des patients à risque et les protéger éventuellement plus de la pollution que les autres? Alors, à partir de cette étude, c'est un peu tôt. C'est un peu tôt parce que, d'abord, c'est une communication orale dans un congrès, ce n'est pas une publication. On n'a pas eu le temps de le lire en entier, de lire ce qu'il y avait entre les lignes, de dire ce qui a été fait, ce qui n'a pas pu être fait. Après, c'est extrêmement intéressant. C'est pour ça que beaucoup de gens en parlent. C'est extrêmement intéressant parce que c'est une démonstration de la promotion du cancer. Non pas de son initiation. Ce n'est pas les deux premières cellules qui se transforment. C'est tout d'un coup un avantage que prennent ces cellules transformées sur les autres et qui semblent effectivement favorisées par des mutations probablement acquises elles-mêmes de KRAS et de GFR. Bon, en sachant que ce sont par ailleurs des gènes qui sont l'un très très central dans le fonctionnement de la cellule KRAS, l'autre évidemment lié aux cancers épithéliaux, et que ce sont des mutations pas forcément acquises, éventuellement pas forcément constitutionnelles, génétiques, mais éventuellement acquises, et que donc, si on doit faire des dépistages de ce type, à quelle fréquence? Et en attendant, on va se mettre au sport, on va bien manger. D'ici là, arrêtez de fumer et moi boire. Exactement. Voilà. On a un peu de temps. On a déjà un programme très chargé. Merci beaucoup d'être venu. Avec plaisir. 5,3% d'inflation en France, ce sont les dernières estimations de l'INSEE pour cette année. Le domaine de la santé n'est pas épargné. Effectivement, la hausse des